À propos de l'auteur. Eric Worre est un leader de la profession du marketing relationnel depuis plus de 25 ans. Au cours de sa brillante carrière en tant que professionnel du marketing relationnel, il a gagné plus de 15 millions d'euros, bâti des organisations totalisant plus de 500 000 distributeurs dans plus de 60 pays, été le président d'une entreprise de vente directe valant 200 millions d'euros, cofondé et été le président de sa propre entreprise, TPN, de People Network. Agit comme consultant dans l'industrie de la vente directe, touchant un revenu se situant dans les 7 chiffres. Au fil des années, Eric est résolument devenu un formateur aguerri et a animé partout dans le monde des événements en direct réunissant plus de 250 000 participants, leur enseignant comment devenir eux aussi des professionnels du marketing relationnel. Il a partagé la scène avec Anthony Robbins, le regretté Jim Rohn, Brian Tracy, Dennis Waitley, le regretté Stephen Covey, Tom Peters, Les Brown, le regretté Og Mandino, David Beck, Robert Kiyosaki, Harvey Mackay, Art Williams, Ken Blanchard, Tom Rath, Daniel Pink, Mark Victor Hansen, Jack Canfield, Jeffrey Gitomer, Tom Hopkins et un grand nombre d'autres sommités. En 2009, Eric a fondé NetworkMarketingPro.com, le site de formation le plus consulté dans le domaine du marketing relationnel et rejoignant des internautes de plus de 137 pays à travers le monde. Depuis sa création, Network Marketing Pro a diffusé des centaines de vidéos de formation gratuites et présenté des dizaines d'entrevues avec les distributeurs les plus emblématiques et prospères du monde, ainsi que les plus grands événements de formation de la profession du marketing relationnel. Eric termine chacune de ses vidéos avec cet énoncé qui est devenu sa marque de fabrique. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de décider de devenir un professionnel du marketing relationnel, que vous deveniez un pro. Car c'est un fait bien réel, le marketing relationnel est la meilleure avenue à emprunter. Proclamons maintenant la nouvelle au monde entier. Chapitre 1. Le marketing relationnel n'est pas parfait. Il est tout simplement mieux. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous insatisfait? Avez-vous le sentiment qu'il y a sûrement une meilleure façon de vous en tirer sur les plans professionnels et personnels? Voici la bonne nouvelle. Il existe une meilleure façon de vous en tirer, mais elle diffère de ce que l'on vous a enseigné à l'école. Laissez-moi vous expliquer. Pendant les conférences que je donne partout dans le monde, j'aime faire participer mes auditoires à un jeu. Je demande aux gens de m'aider à créer l'entreprise idéale et de préciser ce qu'ils aimeraient voir dans cette entreprise et ce qu'ils aimeraient éviter. La liste de ces caractéristiques est toujours intéressante. Si nous étions l'un en face de l'autre, je ferais immédiatement la même chose avec vous. Mais puisque ce n'est pas le cas, permettez-moi de résumer ce que les gens de plus de 30 pays m'ont dit pendant qu'ils créaient ce que j'aime bien appeler les caractéristiques de leur carrière idéale. Les gens commencent généralement par nommer les choses qu'ils ne veulent pas. Pas de patron, pas de navette entre la maison et le bureau, pas de réveil matin, pas d'employé, pas de politique, pas de compromis, pas de discrimination, pas d'exigence en matière d'éducation. Et ensuite, alors que les gens commencent à se servir de leur imagination de manière optimiste, ils se mettent à visualiser des caractéristiques plus positives. Quelque chose de positif, un excellent produit ou service, des revenus illimités, un revenu résiduel, des gens avec qui il est agréable de travailler, la liberté d'organiser leur temps, quelque chose de significatif, épanouissement personnel, beaucoup d'avantages, portée internationale, contribution à des causes qui leur tiennent à cœur, faible risque, faible coût de démarrage, imperméabilité aux soubresauts de l'économie, avantages fiscaux, plaisir. Et maintenant, vous pouvez ajouter quelques caractéristiques de votre cru, mais vous admettrez que c'est un bon départ, n'est-ce pas? Imaginez si vous pouviez avoir une carrière caractérisée par tous ces attributs. Tous les emplois que je connais entrent dans l'une de ces 5 catégories. 1. L'école bleue. 2. L'école blanc. 3. Les vendeurs. 4. Les propriétaires d'entreprises traditionnelles. 5. Les investisseurs. L'école bleue. Voici la définition qu'en donne Wikipédia.
Un col bleu est un membre d'une classe ouvrière qui exécute un travail manuel. Ma définition est celle-ci. Un col bleu est quelqu'un qui répare quelque chose, qui fabrique quelque chose, qui nettoie quelque chose, qui construit quelque chose, ou qui entretient quelque chose ou sert quelqu'un. Au cours de ma vie, j'ai occupé de nombreux emplois dans cette catégorie, et comme le diront tous les membres de cette classe ouvrière, le travail bien fait procure une certaine satisfaction. Mais voici la grande question. Le travail de col bleu satisfait-il aux caractéristiques de la carrière idéale? La réponse évidente est non. Bien sûr, il comporte certains attributs de la liste. Par exemple, un excellent produit, ou de faibles coûts de démarrage, ou quelques autres éléments. Mais si vous y pensez bien, le travail de col bleu ne peut tout simplement pas vous donner ce que vous voulez. Pas la carrière idéale. Les cols blancs. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. L'expression col blanc fait référence à une personne qui effectue un travail professionnel de direction ou administratif, contrairement au col bleu qui effectue un travail manuel. En général, le col blanc travaille dans un bureau. Voici ma définition. Un col blanc est une personne qui est à l'emploi d'une autre personne et qui effectue des tâches autres que manuelles ou non reliées à la vente. De nombreuses personnes optent pour une carrière de col blanc, car c'est l'une des plus socialement acceptables. Elle a longtemps été considérée comme la meilleure option pour qui cherche la sécurité. Mais cela a changé récemment. Le contrat implicite voulant que si vous êtes loyal envers l'entreprise, l'entreprise sera loyale envers vous, n'existe plus. J'ai également été col blanc dans ma carrière. Selon mon expérience, il y a deux types d'individus qui effectuent ce genre de travail. Les fonceurs et les frileux. Les fonceurs sont des gens qui veulent accomplir de grandes choses. Ils sont ambitieux, motivés et énergiques. Ils ont plusieurs idées et veulent gravir l'échelle organisationnelle. Et ce sont là de grandes qualités. Mais il y a un inconvénient pour le fonceur. Dès qu'un individu décide d'être un fonceur, il devient une cible. Son patron voit en lui une menace pour son emploi, et il commence donc à restreindre son champ d'action ou à tenter de ternir sa réputation. Ses pairs le voient comme quelqu'un qui tentera soit de leur nuire, soit de les empêcher d'obtenir une promotion. Et ils font alors tout ce qui est en leur pouvoir pour minimiser ses réalisations. Donc, pour demeurer un fonceur et survivre dans cet environnement hostile, un individu doit passer maître dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa productivité. Et c'est la politique. Il doit apprendre à naviguer dans le monde politique en se faisant le moins d'ennemis possible et en renforçant ses relations avec des personnes influentes. En fait, certains de ces individus qui réussissent le mieux dans le monde des affaires ne sont pas du tout des fonceurs. Ce sont de purs politiciens. Donc, si vous décidez d'évoluer dans le monde des affaires et d'être un fonceur, vous devez accepter le fait que vous devrez également devenir un politicien. Parlons maintenant des frileux. Ce sont des individus qui détestent la politique, mais qui ont néanmoins besoin d'un emploi. Ils apprennent à ne pas être comme le fonceur ambitieux. Ils ne se démarquent pas. Ils ne s'expriment pas pendant les réunions. Ils n'apportent pas de nouvelles idées. Ils se cachent. Ils gardent la tête basse et obéissent. Ils en font juste assez pour que les autres n'aient pas une opinion négative d'eux. Ils survivent. Et cela a fonctionné pendant des décennies. Mais dans la nouvelle économie, il devient de plus en plus difficile de se cacher. Et les gens manquent de temps. Donc, pour en revenir à notre liste, le travail de col blanc correspond-il aux caractéristiques de la carrière idéale? Encore une fois, la réponse est non. Et ce, à de nombreux égards. Les vendeurs. Certains individus choisissent d'éviter le statut d'employé et se tournent vers une carrière dans la vente. Ils ont de toute évidence un caractère plus aventureux, car ils sont généralement rémunérés en fonction de leur rendement et non à l'heure. J'ai connu des milliers de vendeurs. J'ai remarqué une constante au cours de ma carrière. Le vendeur type traverse toujours une période où tout va parfaitement bien. Tout ce qu'il touche se transforme en or, et il gagne très bien sa vie. Et alors, les vendeurs adoptent presque toujours un style de vie fondé sur ses revenus. Ils achètent une nouvelle maison et de nouvelles voitures. Ils envoient leurs enfants dans de meilleures écoles. Ils achètent une résidence secondaire et tout le reste qui s'ensuit. Tout est merveilleux pendant un certain temps. Et puis quelque chose change. L'entreprise modifie son système de rémunération. Leur territoire de vente est réduit.
Un concurrent entre en jeu. Ils perdent leurs meilleurs clients. L'économie entre en récession. La nouvelle technologie rend leurs produits moins intéressants. Ou la réglementation gouvernementale transforme leur industrie. Ce ne sont là que quelques exemples. Il y a encore des centaines de raisons pour lesquelles l'univers du professionnel de la vente peut devenir, et deviendra probablement, plus compliqué. Lorsque ces changements surviennent, et étant donné leur train de vie, la semaine de 40 heures ne leur suffit plus pour payer les factures. Ils travaillent donc 50 heures par semaine, puis 60, et puis 70, et ils n'ont plus de vie. Oui, ils ont des biens matériels, mais très peu de temps pour en profiter. L'autre défi que doit relever le vendeur, peu importe le secteur dans lequel il évolue, c'est qu'il doit repartir de zéro chaque jour. Il peut être épuisant de vivre avec ce stress pendant une longue période de temps. Une carrière dans la vente permet de payer les factures, bien sûr. Mais est-elle conforme aux caractéristiques de la carrière idéale? Encore une fois, la réponse est non. Les propriétaires d'entreprises traditionnelles. Certains individus optent pour le grand rêve en fondant leur propre entreprise où ils seront leurs propres patrons et prendront les décisions. C'est une idée excitante, n'est-ce pas? Mais voici quelle est la réalité pour la plupart des gens. Étape 1. Ils utilisent toutes leurs économies, ils s'endettent et, souvent, empruntent de l'argent à des amis et à des membres de leur famille pour démarrer. Étape 2. Ils s'endettent encore plus sous forme de baux et de garanties personnelles de toutes sortes. Étape 3. Au lieu de focaliser sur leurs points forts, supposons qu'ils excellent dans la vente et décident de créer leur propre entreprise, ils doivent tout faire pour tout le monde. Ils agissent comme un avocat pour les questions juridiques, de comptable pour les questions financières, de nounou pour les questions liées aux employés, de négociateur pour les questions relatives aux achats et d'agent de recouvrement pour les questions reliées aux comptes clients. Ils finissent même par sortir les poubelles. Ils font tout sauf vendre, ce en quoi ils excellaient au départ. Étape 4. Ils se débattent. Au lieu de posséder l'entreprise, c'est l'entreprise qui les possède. Ils sont les premiers à arriver au travail et les derniers à partir. Après avoir payé tous les employés, ils pourront peut-être ramener à la maison suffisamment d'argent pour payer leurs propres factures, sans compter réduire la dette qu'ils ont contractée pour se lancer en affaires. Étape 5. Ils réussissent ou ils échouent. Soit ils arrivent à faire prospérer leur entreprise, soit cette dernière s'écroule, et souvent, ils doivent alors déclarer faillite et redevenir col blanc ou vendeur. Et même s'ils réussissent, cela signifie généralement toute une vie marquée par de longues heures de travail et le stress. Cela semble romantique, n'est-ce pas? Si vous n'avez encore jamais créé votre propre entreprise, demandez à des amis qui l'ont fait si cette description est exacte. La majorité des individus qui créent une entreprise traditionnelle ne se soucient pas de toucher un rendement du capital investi. Ils veulent seulement récupérer leur mise. Il est assez évident que l'entreprise traditionnelle n'offre pas la carrière idéale telle que nous l'avons décrite. Les investisseurs. La dernière catégorie dans laquelle on peut gagner sa vie dans le monde d'aujourd'hui est celle des investisseurs. Et de quoi avez-vous besoin pour devenir un investisseur? D'argent, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il vous sera très difficile de gagner décemment votre vie avec le rendement du capital investi, surtout si vous êtes prudent de manière à réduire les risques de perte. Mais supposons que vous investissez. De quoi aurez-vous encore besoin pour réussir? Vous devrez posséder des connaissances et des compétences incroyables. Je connais plus de gens que je ne peux en compter qui, pendant des années, ont très bien réussi en tant qu'investisseurs immobiliers. Mais lorsque le marché immobilier a radicalement changé, leurs compétences n'ont pas pu les aider. Ils ont beaucoup perdu. Aimeriez-vous investir dans une petite entreprise traditionnelle? Bonne chance. Dans la majorité des cas, vous ne seriez pas un investisseur, mais plutôt un philanthrope. Qu'en est-il du marché des valeurs mobilières? Les gens réussissent bien dans cette arène, non? C'est vrai pour quelques-uns, du moins de temps en temps. Mais je connais davantage de gens qui ont perdu plus d'argent qu'ils n'en ont gagné, surtout au cours de la dernière décennie. Il est très difficile de toucher un rendement garanti du capital investi lorsqu'on ne contrôle pas la situation. Et croyez-moi, en tant qu'investisseur, vous ne contrôlez rien. Tout peut arriver, du jour au lendemain.
Permettez-moi de vous raconter une histoire pour illustrer ce point. À la fin de 2001, j'avais un grand train de vie. Je venais de vendre une entreprise que j'avais cofondée et je travaillais comme consultant contre des honoraires très élevés. En guise de paiement à l'issue de la vente, j'avais obtenu 170 000 actions de la nouvelle entreprise. Elle était inscrite à la bourse de New York et l'action se négociait à environ 44 €, ce qui signifiait que la valeur de mes actions s'élevait à environ 7,5 millions d'euros. J'avais de gros revenus et un excellent portefeuille. La vie était belle. J'ai utilisé une partie de mes actions pour garantir un prêt d'environ 2 millions d'euros pour la construction de la maison de mes rêves. Je n'ai pas diversifié le reste de mes avoirs, car je savais que l'entreprise était en excellente posture, qu'elle offrait un bon produit et que son équipe de vente était formidable. Et puis, il s'est produit une chose que je n'étais pas en mesure de contrôler. Du jour au lendemain, le cours de mes actions a chuté à 37 € parce qu'un groupe d'investisseurs avait ciblé l'entreprise et vendu à découvert. Autrement dit, plus le cours de l'action chutait, plus il gagnait d'argent. J'ai pensé que c'était ridicule, car l'entreprise se portait très bien. J'ai donc acheté d'autres actions à 37 €, utilisant mon avoir actuel comme garantie, sachant que le cours de l'action remonterait. Il est passé à 33 €. J'ai acheté encore davantage d'actions. Le cours a chuté à 27 €. J'ai commencé à recevoir des appels de marge, ce qui signifiait que si je ne lui envoyais pas d'argent, la maison de courtage vendrait mes actions pour couvrir les pertes. Je n'avais pas cet argent. Le cours de l'action a continué à descendre. Il a chuté à 10 € et mes 7,5 millions d'euros ont disparu. Pouf! Tout cela en moins de 90 jours. Le cours de l'action a fini par remonter et l'entreprise a été transformée en une entreprise à capital fermé et les actions se sont négociées à 65 € l'unité. Mais je n'étais pas là pour en tirer profit. J'étais ruiné. Aurais-je pu me montrer plus intelligent? Bien sûr. Ai-je fait des erreurs? Absolument. Mais voici la leçon que j'en ai tirée. Si vous voulez devenir investisseur, vous devez admettre que les choses échappent à votre contrôle de temps en temps. Et lorsque cela arrive, cela peut vous coûter très cher. Revenons donc aux caractéristiques de la carrière idéale. Est-ce que la carrière d'investisseur correspond à notre liste? Je ne crois pas. Nous avons parlé des cols bleus, des cols blancs, des vendeurs, des propriétaires d'entreprises traditionnelles et des investisseurs. Aucune de ces carrières ne répond aux critères de la carrière idéale. Est-il même possible d'avoir une carrière idéale? La réponse est oui. Mais pour connaître une telle carrière, vous devez d'abord comprendre que tout est en train de changer. Les anciens modèles de rémunération sont morts ou en train de disparaître, et nous traversons la plus grande métamorphose économique que nous connaîtrons de notre vivant. La nouvelle économie. Le monde tel que vous le connaissez a changé. Pour les gens qui n'admettent pas ce fait, ce sera la pire des époques. Pour ceux qui le reconnaissent, ce sera la meilleure. Au cours des 100 dernières années, un phénomène intéressant s'est produit. L'essor des ordres professionnels est devenu un standard dans la société. Dans le monde du travail, le statut d'employé était sûr et respecté. Étape 1, allez à l'école et apprenez à être un employé. Étape 2, trouvez une entreprise qui vous engagera. Étape 3, travaillez pour cette entreprise pendant 40 ans. Étape 4, prenez votre retraite. Au cours des dernières décennies, la promesse d'une récompense pour vos bons et loyaux services est devenue un mythe. Les gens ont commencé à comprendre que leur loyauté envers leur employeur ne leur était pas rendue. Un processus différent s'est donc installé. Étape 1. Allez à l'école et apprenez à être un employé. Étape 2. Trouvez une entreprise qui vous engagera. Étape 3. Changez d'entreprise pour diverses raisons politiques ou économiques tous les 3 à 5 ans, tout au long de votre carrière. 4. Rendez-vous compte que vous ne pouvez pas vous retirer confortablement après 40 ans et continuez donc à travailler. Le monde se dirige vers une économie de performance. Le mouvement est même déjà amorcé. Voici ce que cela signifie. À l'avenir, vous ne serez payé qu'en fonction de votre rendement.
vous ne serez plus payé pour les heures que vous consacrerez au travail. Dans l'industrie de la restauration, les serveurs vivent déjà selon ce modèle. Ils touchent un salaire horaire très peu élevé qui est prescrit par la loi, et ils doivent compter sur des pourboires qui leur sont versés en fonction de leur rendement pour survenir à leurs besoins. Imaginez que ce modèle soit appliqué à pratiquement tous les emplois dans le monde, et vous verrez ce qui s'annonce. La personne qui nettoie les chambres dans un hôtel ne sera plus rémunérée à l'heure, mais à la chambre. Pour ce qui est des employés de bureau, voici un exemple. Un individu qui touche un salaire annuel de 60 000 euros. Étape 1. L'entreprise réduira ce salaire à environ 50 000 euros, car dans le marché actuel, il y a d'autres employés qui sont prêts à faire le même travail pour un salaire moindre. Étape 2. Le salaire de base passera à 20 000 euros par année. Étape 3. On dira à l'employé qu'il pourra toucher un montant additionnel de 30 000 euros au cours de l'année s'il répond à certains critères de rendement sur une base mensuelle. Autrement dit, si vous livrez la marchandise, vous pourrez toucher un montant additionnel de 2 500 euros par mois. La pression est là, et l'employeur adore ça. Si votre rendement est insuffisant, il économisera encore plus d'argent. Si votre rendement est satisfaisant, devinez de quoi sera fait votre avenir. Votre employeur aura encore plus d'exigences. À moins que vous ne soyez extrêmement spécialisé, c'est ce qui vous arrivera, si ce n'est déjà fait. Comptez là-dessus. Et toutes les professions seront touchées, partout dans le monde. L'évolution est en cours. Pourquoi cela arrive-t-il? Premièrement, c'est un meilleur modèle pour les entreprises. Elles obtiennent de meilleurs résultats à moindre coût. Deuxièmement, la nouvelle économie a besoin de moins d'employés et davantage de gens se disputent des emplois de plus en plus rares. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi la nouvelle économie a besoin de moins d'employés. L'essor exceptionnel de la technologie a tout changé. Il y a plus d'un siècle, 90% de la population travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, à cause de l'efficacité spectaculaire des nouvelles technologies, c'est moins de 1%, et les emplois agricoles ont disparu. Vous rappelez-vous les centres de services après-vente où l'on pouvait parler à un préposé? Aujourd'hui, vous parlez à une machine, et ces emplois n'existent plus. Vous rappelez-vous l'époque où les entreprises avaient un important effectif de vente? Maintenant, les gens commandent en ligne, et ces emplois n'ont plus leur raison d'être. Vous rappelez-vous les vidéoclubs Blockbuster et tous leurs employés? De nos jours, les gens regardent des films sur leur portable ou leur tablette numérique, et ces emplois sont beaucoup moins présents. J'adore les livres. Mais rendez-vous dans la librairie de votre quartier pendant que vous pouvez encore le faire, car les librairies seront bientôt de l'histoire ancienne, tout comme les emplois qu'elles créent actuellement. Je pourrais continuer longtemps et parler ainsi de pratiquement toutes les catégories d'emplois qui existent dans le monde. La technologie et l'efficacité éliminent des emplois chaque jour, et nous ne pouvons rien faire pour enrayer ce phénomène. En fait, il ne fera que s'accélérer. Si vous êtes assis là à attendre que l'économie rebondisse et que les emplois réapparaissent, cessez d'espérer. Ils ne reviendront pas. Tout comme les enfants de fermiers qui ont vu le vent tourner et qui ont troqué l'agriculture contre une nouvelle vocation, la même chose se produit chez les gens qui occupent des emplois dans l'ancienne économie. Pour survivre, ils devront ouvrir les yeux, reconnaître cette réalité et trouver quelque chose de nouveau. Le marketing relationnel est mieux. Le meilleur moyen que je connaisse pour ne pas uniquement survivre, mais prospérer dans la nouvelle économie, est le marketing relationnel. Aujourd'hui, il existe dans le monde d'importants produits et services dont on doit faire la promotion. Les consommateurs ont encore besoin d'être bien informés. Les entreprises ont le choix. Elles peuvent plonger dans le monde à jamais fragmenté de la publicité pour diffuser leurs messages. Elles peuvent engager une grande et coûteuse équipe de vente pour vendre leurs produits ou services. Ou elles peuvent utiliser le marketing relationnel pour raconter leur histoire au monde. De plus en plus d'entreprises choisissent le marketing relationnel parce qu'il s'inscrit très bien dans la nouvelle économie. Elles peuvent ainsi promouvoir leurs produits en fournissant à leurs distributeurs le soutien administratif nécessaire et les payer en fonction de leur rendement. Cela est extrêmement efficace parce que dans la nouvelle économie, la publicité qui se fait de bouche à oreille fonctionne mieux que toute autre forme de promotion.
Les entreprises peuvent donc prendre l'argent qu'elles auraient dépensé en publicité et en promotion et s'en servir pour payer des distributeurs qui transmettent leur message. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, cela signifie que vous pouvez profiter de tous les avantages dont jouit le propriétaire d'une entreprise traditionnelle, mais sans les risques qui y sont généralement associés. Et il n'y aura pas de limite à vos revenus, car les entreprises de marketing relationnel veulent que vous gagniez le plus d'argent possible. Et puisque de toute manière vous serez rémunéré en fonction de votre rendement, pourquoi vous imposeriez-vous une limite? Mais il y a une embûche. Tout cela semble fantastique et ça l'est. Mais il y a une embûche dont la majorité des gens ne vous parleront pas. La voici. Vous devez accepter une perte temporaire d'estime sociale à cause de l'ignorance des gens. Cela signifie que, pendant un certain temps, les gens qui vivent encore dans l'ancien système et qui tentent de s'y débrouiller n'auront pas une bonne opinion de vous. Ils ne comprendront pas. Ils penseront que vous êtes fou de vous être lancé dans le marketing relationnel. En fait, le mot « accepter » n'est pas tout à fait juste. Vous devez faire plus que ça. Vous devez endosser cette perte temporaire d'estime sociale attribuable à l'ignorance des gens. Vous voyez l'avenir avant même qu'il devienne apparent pour les autres. Vous êtes celui qui est intelligent. Vous êtes la personne qui passe à l'action dans le but de connaître une vie meilleure. Il y a une raison pour laquelle les gens n'auront pas une bonne opinion de vous. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils pataugent dans l'ancien système. Voyons si je peux vous aider à mieux comprendre ceci. Car si vous décidez de faire du marketing relationnel votre profession, il est important que vous soyez au courant. La majorité des gens ont soit adhéré à une entreprise de marketing relationnel, ou bien connaissent quelqu'un qui l'a fait. Voici ce qui traverse l'esprit de presque tous ceux qui décident de s'engager dans cette profession. Oui, je connais 5 ou 6 personnes qui pourraient faire la même chose. Ma sœur serait fantastique. Mon ami adore ce genre de choses. Et je connais aussi cette autre personne qui ferait un travail extraordinaire. Très bien, je m'engage. En d'autres termes, ils ne choisissent pas d'en faire une profession. Ils espèrent seulement avoir de la chance, recruter quelques personnes pour récupérer leur coût de démarrage, s'asseoir ensuite tranquillement et attendre que l'argent coule à flot. Cette idée d'être payé pour les efforts de quelqu'un d'autre est séduisante, mais elle est aussi souvent mal comprise. Ils n'ont pas créé une véritable entreprise, ils ont plutôt acheté un billet de loterie. Imaginez un billet de loterie avec 6 cases à gratter. Ces cases représentent chacune des personnes que les nouveaux distributeurs pensent pouvoir joindre sans faute. Et à cause de leur manque de compétences, la majorité d'entre eux se retrouvent les mains vides. Ils ne gagnent pas plus qu'avec un billet de loterie. Cela ne devient qu'une autre occasion d'affaires perdue, et étant donné qu'ils ont agi sans savoir ce qu'ils faisaient, ils peuvent très bien avoir malmené quelques amitiés en cours de route. Ils déchirent donc le billet de loterie, et au lieu de reconnaître qu'ils n'ont pas vraiment assuré le démarrage de leur entreprise, ils rejettent le blâme sur le marketing relationnel et veillent à le crier sur tous les toits. Écoutez, je sais de quoi je parle. J'ai tenté ma chance. J'ai parlé à tous les gens que je connais et le marketing relationnel ne fonctionne tout simplement pas. Économisez votre argent. Voici ce que vous devrez gérer si vous choisissez cette profession. Les opinions de gens ignorants qui pensent avoir fait ce qu'il faut et qui concluent que cela ne fonctionne pas. Si vous croyez ne pas être capable de supporter ça, alors le marketing relationnel n'est pas pour vous. Mais si vous pouvez surmonter cette embûche, alors le monde vous appartient. Ceux qui embrassent cette carrière gagnent beaucoup d'argent. Les entreprises verseront des sommes illimitées à leurs distributeurs qui peuvent aider les non-voyants à voir, éduquer l'ignorant et bâtir des communautés de gens qui partagent les mêmes idées. Certaines personnes aiment dire « la perception est la réalité ». J'ai horreur de cette affirmation. Tous les grands leaders de ce monde l'ont ignoré pendant des siècles. Et si Nelson Mandela avait dit que la perception est la réalité? Et si Martin Luther King Jr. avait dit que la perception est la réalité? Et si Steve Jobs avait dit que la perception est la réalité? Les grands leaders de ce monde ont dit « La réalité est la réalité. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les gens à comprendre ce fait. » C'est vrai. Le marketing relationnel n'est pas parfait.
Il est tout simplement mieux. Et ça, c'est la réalité.